Bonsoir, merci d'être parmi nous. Je vois qu'il y a toujours des timides au premier rang, c'est normal, c'est classique, hein, mais c'est pas grave, c'est comme à l'école, tout va bien. En tout cas, je vous remercie sincèrement. L'idée étant de pouvoir faire ce petit workshop, comme Camille a dit, de manière très interactive, autour du sujet maximiser vos ventes grâce à une expérience fluide et engageante. L'idée étant de pouvoir avoir un modèle évidemment interactif, communiquer. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question ou une interrogation par rapport à un terme ou un sujet qui vous intrigue lors de nos prises de parole, histoire de pouvoir rendre la chose la plus fluide possible et éviter de continuer le pitch en n'ayant pas d'informations ou n'ayant pas compris un terme qu'on a pu utiliser. L'idée étant bien sûr de pouvoir vous donner les clés, que vous soyez en plein lancement de projet, en pleine optimisation de projet ou en pleine accélération. Et j'ai le plaisir d'avoir les meilleures solutions et éditeurs de l'écosystème e-commerce avec nous ce soir. Et je vais vous laisser vous présenter. Je te laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour ce panel. J'espère qu'on va vous partager des insights qui seront intéressants pour vous. Donc, je m'appelle Sarah. Moi, je fais partie des équipes partenariat de chez Klaviyo depuis à peu près 2 ans. Et je suis accompagnée aussi de mon collègue Adrien, qui est tout au bout de la salle. Mais voilà, si jamais vous avez des questions après. Et voilà, très heureuse de faire partie de ce panel aujourd'hui. Merci, bonsoir à tous. Je suis Yasmine Zegan, je fais partie de l'équipe partenariat de chez Shopify France depuis un peu plus de 6 mois. Donc ravie d'être là, merci DND pour l'invitation et ravie de partager ce panel avec ces superbes personnes. Et même chose, donc il y a Mourad avec moi dans la salle, si vous avez des questions, qui est commercial dans notre équipe France. Eh bien, merci à tous d'être là. Pour ma part, donc, je suis Camille Assila. Je suis responsable product marketing chez Nosto, qui est une solution d'expérience de commerce personnalisée. Je suis ravie d'être ici parmi vous. Et on est aussi plusieurs de chez Nosto. Donc, au besoin, on a Vincent, Léa et moi-même qui pourront répondre à toute question que vous pourriez avoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Paul Louis, je suis en charge de la partie partenariat solution pour Payplug. Payplug est un prestataire de paiement français. Et voilà, ravi d'être là. Je suis passionné par le e-commerce. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bonsoir à tous, Kevin Bessa, je suis responsable des partenariats chez OneStock. Et donc chez OneStock, on est un OMS, donc Order Management System. On fait de l'unification des stocks et de l'orchestration de commandes. Tu cherches le second micro. Merci beaucoup. Et Paul Louis, il n'a pas précisé, on est quand même l'un des top 7 speakers du e-commerce à suivre absolument sur LinkedIn. Donc je vous encourage à le suivre absolument. Influenceur. Influenceur. Pas speaker, Ouais, influenceur. il influence les gens en e-commerce. Attention. Juste en introduction, je voulais vous partager un petit peu, et je ne me suis pas présenté. Je suis pas présenté. Non, ok. Donc moi, je suis Julien Didier, je suis président et cofondateur de D&D qui vous accueille aujourd'hui. Donc on est une agence de conseil et de delivery de plateformes e-commerce. Donc on accompagne les clients dans la réflexion de leurs besoins et on vient délivrer derrière. Donc on conseille, mais également on assume nos conseils derrière en délivrant des plateformes de qualité performantes en s'appuyant sur les meilleures solutions du marché. Mais on ne fait pas notre auto-promo, c'est vraiment pas le but. Et pour simplement vous partager un peu le contexte que nous, on identifie en tant qu'agence sur le marché actuel, c'est qu'en fait, concrètement, chez nos clients, depuis à peu près 1 an et demi, on identifie beaucoup moins de transformation Big Bang dans les organisations, car on est beaucoup plus dans une logique de rationalisation et d'optimisation de l'existant. L'idée, encore une fois, c'est de ne pas se lancer sur un replatforming quand ce n'est pas nécessaire. Donc on identifie que nos clients souhaitent beaucoup plus optimiser et améliorer leur écosystème digital et e-commerce actuel plutôt que de se lancer sur des sujets très très structurants qui ont un impact très très fort sur leur business, leur organisation et la mobilisation des équipes. Donc c'est un point qui est important. Et bien sûr, avec le choix d'utiliser et d'exploiter au maximum les produits et les solutions qui sont en place et de ne pas commencer à aller identifier d'autres solutions exotiques qui peuvent impacter fortement le business lorsqu'elles sont mal intégrées et ont un impact sur l'organisation. Donc on est vraiment dans cette logique de simplification,
dans la gestion de leur e-commerce et aussi de l'architecture. Quand je parle d'architecture, on parle de l'ensemble des outils qui viennent communiquer, qui sont mis en place, mais qui doivent communiquer entre eux. Et tout ça, ça se maintient, ça s'orchestre. Et donc, on cherche aussi à simplifier et optimiser l'architecture globale. Et on souhaite aussi automatiser les process. Concrètement, on en parlait énormément, on en parlera un petit peu après, d'intelligence artificielle. On vient l'utiliser, pas forcément pour révolutionner son organisation, mais pour automatiser des tâches qui sont à pas haute valeur ajoutée pour vos équipes. Et donc forcément, ça fait partie de ces logiques d'amélioration et d'optimisation. Et bien sûr, on parle aussi d'améliorant des performances. On parle de performance technologique, donc des outils que vous utilisez, dans la manière dont on vient les configurer, on peut gagner en performance, et aussi l'amélioration des performances, évidemment, business. Donc concrètement, ces sujets-là sont beaucoup plus dans le centre des organisations et au cœur des organisations, car forcément, aujourd'hui, dans un contexte qui est plus compliqué qu'en 2020, et donc concrètement, les sujets et les chantiers sur lesquels on bosse, nous, en tant qu'agence conseil, sont davantage sur ces axes-là. Et pour répondre à la thématique du jour, on a un peu planché dessus avec nos intervenants, et l'idée étant de compartimenter la prise de parole en deux parties. La première étant la partie conversion. Et forcément, pour améliorer le business, et améliorer les performances et maximiser, il faut améliorer la conversion. Je ne vous apprends rien. Le deuxième sujet, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'on peut améliorer la conversion, on peut améliorer son chiffre d'affaires, on peut améliorer globalement les performances business, mais si tous les outils que vous allez rajouter pour pouvoir générer ce chiffre d'affaires supplémentaire a un impact sur les finances et sur la rentabilité de votre boîte, malheureusement, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc ce sujet-là, on va l'aborder en deuxième partie, mais concrètement, va faire partie de cette prise de parole aujourd'hui. On va parler de quoi? De taux de conversion. Et donc, bien sûr, des KPI. Les taux de conversion, c'est quoi? Je ne vais pas vous apprendre ce qu'est un taux de conversion, mais le taux de conversion a tendance à être simplifié sur uniquement, globalement, l'arrivée de vos internautes qui vont sur votre site e-commerce et qui vont, oui ou non, aller jusqu'à l'acte d'achat. Et ça, bien sûr, c'est le taux de conversion, évidemment, qui est le plus observé par les e-commerçants. Mais la conversion peut avoir plusieurs aspects différents. On peut très bien mesurer la conversion à travers la mise en place de KPI sur typiquement le nombre d'internautes qui vont vous contacter via vos formulaires de contact, certains qui vont réagir à vos communications. Globalement, la conversion se situe à plein de niveaux dans votre organisation et à plein de niveaux dans un site e-commerce. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut mesurer et qu'on doit chercher à améliorer parce que le taux de conversion moyen aujourd'hui d'un site e-commerce, c'est de 3%. Donc certains d'entre vous vont se dire « Ouais, putain, je suis largement au-dessus, je suis un peu en dessous. » Concrètement, c'est une moyenne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les meilleurs e-commerçants vont jusqu'à 20% de conversion. Donc c'est énorme. Mais bien sûr, ça ne peut pas être possible dans n'importe quel type de secteur ou d'organisation, qu'on soit en B2C ou en B2B. Mais typiquement, c'est un indicateur qui vous donne un pourcentage de référence sur lequel vous pouvez vous appuyer pour vous dire est-ce que je suis bon ou est-ce que je ne suis pas bon. Et par chance, si on est en dessous de ces 3%, on a des super acteurs, des super solutions, vous avez vu l'intro, qui doivent permettre de pouvoir l'améliorer, de pouvoir gagner en conversion. Comment faire? Tout d'abord, on va pouvoir améliorer la conversion, donc on doit l'optimiser. Pour l'optimiser, ça va être difficile de le faire si on ne sait pas comment l'optimiser. Et pour optimiser une solution e-commerce, pouvoir optimiser son expérience, l'UX ou plein d'autres axes d'optimisation, on ne peut pas le faire si on ne connaît pas nos clients et nos visiteurs. Et pour connaître nos clients et nos visiteurs, on ne fait pas au feeling et on ne fait pas en observant ce qui se passe chez nos concurrents, on se passe ce qui se passe sur notre propre site et sur les informations et les datas que vous allez collecter à travers les parcours d'achat, les inscriptions à la newsletter et tout simplement l'expérience que vos internautes souhaitent retrouver sur votre site e-commerce. Et pour parler data, qui de mieux que de laisser la parole à Sarah de chez Klaviyo, Camille et Yasmine de chez Shopify. Quelle transition, merci beaucoup Julien. Super intéressant. Alors, il y a plusieurs chiffres, je pense, qui sont intéressants de suivre quand on regarde un petit peu la conversion générale. 3% hyper intéressant. Je pense que c'est aussi un truc qui dépend de est-ce que j'ai beaucoup de returning sur mon site, est-ce que j'ai beaucoup d'acquisitions, etc. Donc ça peut un peu évoluer. Évidemment, quand on parle de conversion sur site, on parle d'expérience client. Donc c'est là où on positionne un petit peu une solution comme Klaviyo dans ce sujet. Taux de conversion sur site, il y a deux choses. Il y a l'expérience
donne, qui est directement liée au site, donc voilà, les produits, les fiches produits, la navigation, etc. Mais il y a aussi les gens qui arrivent sur le site qui influencent finalement ce 3%, qui vient sur le site, qui navigue sur le site. Est-ce que c'est les bonnes personnes? Est-ce qu'elles sont envoyées aussi sur le site au bon moment? Et donc c'est là un petit peu où, avec un outil comme Klaviyo, on vient parler justement d'orchestration dans le but d'amener les bonnes personnes au bon moment sur le site pour qu'effectivement elles puissent à terme convertir aussi. Donc nous, l'observation qu'on a fait avec Klaviyo, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'outils que les commerçants utilisent, qui génèrent aussi toujours plus de trafic sur le site, mais l'idée c'est de pouvoir avoir la bonne orchestration avec ces outils et de pouvoir construire justement des automatisations personnalisées qui font en sorte d'amener la bonne personne, encore une fois. Et les outils aujourd'hui qu'on voit souvent interconnectés, qui nous permettent, nous, chez Klaviyo, de créer une expérience personnalisée pour les utilisateurs, vont être, typiquement, on va connecter voilà, l'outil Klaviyo CDP avec un CMS, avec un outil de loyalty, avec un outil de support, avec les plateformes d'advertising, avec des outils aussi comme Nosto. Et rien que le fait d'avoir des outils comme ça qui sont hyper bien connectés ensemble peut du coup proposer une orchestration hyper fine qui nous assure d'amener les bonnes personnes sur le site au bon moment, dans leur recherche, dans leur moment d'achat. Et donc c'est un petit peu ça qu'on regarde aussi. On a deux indicateurs, enfin on a des indicateurs de second niveau qu'on va regarder en plus de la conversion sur le site, aussi chez Klaviyo. Le premier, ça va être le KAV, qui va être la Klaviyo Average Value qu'on drive via l'outil, donc qui va être typiquement le revenu qu'on génère avec toutes les automatisations qu'on va construire via Klaviyo, donc qui mesure en fait l'expérience client, qui soutient le taux de conversion sur le site. Et on va avoir ensuite, derrière le taux de conversion, des indicateurs comme le taux d'ouverture, qu'il faut aussi beaucoup regarder. Donc là où on peut atteindre, quand on fait bien les choses, 40%, quelque chose comme ça. Et le taux de clic qui peut aller jusqu'à 1,5% quand on a des bonnes orchestrations. Donc voilà, ça c'est un petit peu des indicateurs qu'on regarde aussi. Moi, je vais plus parler de ce qu'on fait avec la donnée. Donc, une fois qu'on a ramené la bonne personne sur le bon site, comment est-ce qu'on peut savoir finalement, est-ce que on se compare par rapport à nos pairs? Donc, je pense que c'est super important déjà de pouvoir se benchmarker par rapport à un site similaire qui va vendre peut-être des produits similaires. Qu'est-ce qu'un bon taux finalement de conversion à notre niveau? Et puis aussi, différents canaux. Aujourd'hui, le commerce ne se base pas uniquement sur notre site internet, mais par rapport à tous les différents canaux qu'on peut utiliser pour vendre, et pouvoir agréger en fait la donnée de du coup qui utilise, qui va acheter mes produits sur ces différents canaux, quel est le taux de conversion que j'ai sur mes différents canaux, et du coup pouvoir en sortir une analyse qui va nous permettre ensuite de mettre les bons outils et utiliser justement les bonnes solutions pour améliorer cette performance. Alors, je pense qu'il y a un challenge qui est assez grand aujourd'hui côté données, puisqu'on parle voilà, de la donnée et de la connaissance client. C'est le fait que cette donnée, elle est souvent bloquée en silo. Donc là, on parle pas mal d'interconnexion des outils. Et je crois que la clé, elle réside là-dedans. C'est comment on va arriver un petit peu à unifier toute cette donnée pour pouvoir derrière l'exploiter correctement et en faire quelque chose. Donc, une plateforme d'expérience de commerce comme Nosto, elle va collecter toute la donnée client, la donnée produit, mais aussi la donnée contenu, et elle va l'unifier au sein d'un moteur unique. Et cette donnée, en fait, on va la récupérer un peu partout. Nous-mêmes, on est capable d'analyser la donnée comportementale et transactionnelle des visiteurs sur un site. Donc, qu'est-ce que vos visiteurs font sur le site. Mais on va aussi se connecter donc directement via une intégration avec, par exemple, des CDP ou des ESP comme Klaviyo,
Klaviyo, donc on va pouvoir bénéficier aussi de la donnée riche qui proviennent de ces plateformes-là. On se connecte très facilement aussi avec un Shopify, où là, on va récupérer aussi toute la donnée produit, catalogue, etc. Et tout ça, on l'unifie. Et derrière, on va permettre de pouvoir surtout l'utiliser, donc en alimentant, par exemple, des intelligences artificielles, mais aussi derrière, pouvoir donner la capacité, et c'est là où vraiment c'est clé, c'est de pouvoir l'actionner, cette donnée, et d'en faire quelque chose. Donc, concrètement, c'est par exemple mettre en place un parcours d'achat qui soit personnalisé et unifié sur tous les différents points de contact que vous pouvez avoir avec vos visiteurs ou vos clients. Donc voilà, j'ai ouvert un email Klaviyo, par exemple, qui me renvoie sur le site et sur la bonne page. Du coup, l'expérience que je vais avoir sur le site, et qui peut être influencée par un outil de personnalisation tel que Nosto, elle va pouvoir être personnalisée en fonction du trafic. Et donc, on sait que cette personne vient de tel email Klaviyo, et donc on va pouvoir lui proposer une expérience qui soit cohérente. Et de même, si je fais des publicités sur les réseaux sociaux, je dois être en mesure de pouvoir savoir que cette personne provient de telle publicité. Et si j'ai affiché, par exemple, une promotion qui l'a fait cliquer sur cette publicité, je vais pouvoir, par exemple, la rappeler sur site, et donc créer cette expérience qui soit vraiment cohérente. Voilà globalement ce que j'ai à dire sur la donnée. Merci beaucoup. Un autre sujet pour améliorer la conversion, j'enfonce évidemment une porte ouverte, c'est l'UX/UI. Forcément, je prêche un peu pour la paroisse, parce qu'au-delà de faire de la technique, on fait aussi de l'UX/UI, mais concrètement, on ne mesure pas aujourd'hui, ou pas suffisamment, l'impact d'avoir une bonne expérience d'un point de vue UX sur sa plateforme, et bien sûr aussi le design que vous allez faire sur votre plateforme. Concrètement, on l'a fait, Xavier, tu pourras en témoigner à la fin, mais concrètement, c'est un sujet qui est ultra essentiel, car c'est véritablement stratégique. Que vous soyez dans le luxe, que vous soyez dans la mode, que vous soyez dans la grande distribution, vous ne devez pas et vous ne pouvez pas avoir la même UX/UI. Et c'est évidemment quelque chose sur lequel on doit prendre le temps de le faire. Donc on a un peu tendance, lorsqu'on fait des replatforming, de passer quelques ateliers, on va faire des belles maquettes, ça fait plaisir, on fait valider ça par la DG, on met en prod et on est content. Et on n'y touche plus. Concrètement, on va rajouter des fonctionnalités, on va rajouter des applications, mais concrètement, on oublie l'UX/UI. Mais ça doit s'améliorer, ça doit s'optimiser, notamment grâce à la connaissance que vous allez obtenir de vos clients. Et bien sûr, forcément, cette UX/UI va avoir un impact sur votre capacité à pouvoir valider ou obtenir davantage de commandes, et aussi de pouvoir garder captifs, entre guillemets, vos clients sur votre plateforme. Mais il y a un point qui est extrêmement important, c'est que c'est bien beau d'avoir une belle UX, bien beau d'avoir une belle UI, de pouvoir avoir une très très belle expérience d'achat, vous arrivez sur la fiche produit, et là, on a un gros pain, et tu vas nous en parler. Oui, effectivement. Pour faire en sorte que tous les investissements qui sont faits sur les sujets UX comme UI avec votre agence, il y a un sujet qu'on a tendance parfois à laisser de côté, c'est la disponibilité produit. Parce qu'effectivement, on peut avoir la meilleure page produit, pixel perfect, avec vraiment dans une logique où on se dit on a une expérience utilisateur et un parcours utilisateur qui va être optimisé. Si le produit n'est pas disponible, on sait quand on a un produit qui n'est pas disponible, que je suis sur un site, je recherche un produit, il n'est pas disponible, dans 70% des cas, je vais aller ailleurs. Donc voilà, le rôle aussi d'un OMS, c'est ça, c'est de faire en sorte de ne pas louper une vente parce qu'on aurait un produit qui ne serait pas disponible à l'instant T sur le site. Donc c'est vraiment cet aspect d'unification. On a parlé tout à l'heure de données, de multiplication des canaux, etc. Le rôle de l'OMS, c'est ça aussi, c'est dans un contexte moderne où effectivement on a de plus en plus de e-commerçants qui sont également retailers, qui vendent sur du e-commerce, des marketplaces, souvent plusieurs, qui ont également leur stock magasin. Voilà, un des rôles de l'OMS, ça va être de désiloter ces différents stocks, et plutôt que de se dire on a un stock dédié au marketplace dans un entrepôt, un stock dédié au e-commerce dans un autre, et notre stock magasin, faisons en sorte d'avoir une vision unifiée de ces stocks-là, et effectivement pour être en mesure de garantir la disponibilité produit, on va pouvoir aller chercher potentiellement un produit qui est dans un magasin et effectivement être sûr que tous les investissements qui sont faits, aussi bien sur la performance, sur l'UX, etc., ne sont pas faits pour rien, parce qu'on arrive sur une page produit sur laquelle ma taille n'est pas dispo, ma couleur n'est pas disponible, ou tout simplement le produit n'est pas disponible.
C'est exactement ça que je voulais préciser, c'est qu'effectivement, si vous n'avez pas de produit à la fin ou pas de dispo, c'est quand même trop dommage d'avoir fait tous ces efforts pour finalement pas pouvoir convertir. Le troisième point qui est extrêmement central aussi, et aussi évident, évidemment, c'est d'exploiter les fonctionnalités de votre site e-commerce. Donc là, vous vous dites certainement, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Merci, t'es sympa Julien, mais concrètement, ça représente quoi? C'est qu'aujourd'hui, des solutions comme Shopify, solutions comme Nosto ou toutes les autres solutions dont on parle ici ont planché depuis des années sur une roadmap produit qui se met à jour continuellement. On est tous là à essayer de suivre quelles vont être les nouvelles fonctionnalités de Shopify, les nouvelles fonctionnalités de Nosto ou des autres solutions du marché, mais on ne les exploite pas finalement. On ne prend pas le temps de regarder, de lever le capot ou de se faire évidemment bien accompagner ou de bien connaître l'existant. Et ça, c'est un point qui est super central, c'est qu'aujourd'hui, on a des solutions qui sont les plus performantes du marché. Shopify, on parle quand même de X développeurs, XPO qui travaillent quotidiennement sur la solution, pareil pour Nosto, et on ne connaît pas les solutions, on ne les exploite pas. Et en l'occurrence, je pense que vous allez pouvoir le confirmer, c'est un sujet qu'on a tendance à mettre de côté et qui, pour le coup, sont des solutions que avec lesquelles vous contractualisez, vous financez, et donc utilisez-les. Oui, tout à fait. Et puis, puisqu'on parle de disponibilité produit, moi, je vais aller un petit peu en amont. Je vais parler de découverte produit. Euh, une solution comme Nosto, elle va permettre d'emmener le plus rapidement possible le visiteur vers le bon produit et au bon moment. Et c'est quand même assez crucial quand on sait que, par exemple, la première chose que fait un visiteur en majorité en arrivant sur un site, c'est bien souvent d'utiliser la barre de recherche pour trouver le produit qu'il souhaite acheter. Et qu'aussi, cette barre de recherche, elle peut représenter bien souvent une page de sortie du site lorsque les résultats ne sont pas pertinents. On se rend compte que c'est hyper important d'aller optimiser vraiment tous les piliers de la découverte produit. Donc les piliers de la découverte produit, ça va être bien sûr donc la recherche, ça va être les pages catégories, bien sûr, mais aussi tout ce qui va être recommandations produits qui vont guider le visiteur dans son achat. Donc voilà, c'est important de pouvoir aller optimiser tout ça, personnaliser aussi les expériences, puisque tout le monde ne recherche pas la même chose. Donc arriver à comprendre en temps réel quel pourrait être l'intérêt du visiteur pour vraiment lui exposer sur tous les points de contact le bon produit. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où l'hyper-personnalisation, elle peut faire la différence. Si on reprend l'exemple d'une recherche sur site. Bon, la fondation principale, c'est quand même de montrer des résultats qui soient pertinents. Donc, si je tape robe noire, il faut que je puisse trouver des robes noires. Bon, ça, c'est une première chose. Mais là où on peut aller plus loin et où on peut faire la différence, c'est que si on arrive à exploiter la donnée et donc à comprendre qui est notre visiteur, qui est notre utilisateur et ce qu'il recherche, c'est qu'au-delà de cette pertinence de montrer des robes noires, je vais aussi pouvoir aller favoriser en haut de la page des résultats de recherche des robes noires qui sont disponibles dans la taille du visiteur. Donc là, on va éliminer un point de friction et de la frustration qui peut être générée. Vous imaginez bien que si je clique sur 1, 2, 3, 4 robes noires et qu'à chaque fois ma taille n'est pas disponible, ça peut être vite frustrant et bon, je vais peut-être aller voir ailleurs, surtout si je suis sur une expérience mobile. Donc là, c'est là où c'est intéressant de bien connaître, faire de l'hyper-personnalisation et de s'assurer que déjà on enlève les points de friction, on arrive sur une page où le produit va être intéressant pour moi. Et puis après, voilà, il y a plein d'autres éléments, mais je vais laisser aussi un peu la parole à Yasmine sur côté Shopify. Merci. Ouais, justement, juste pour rebondir aussi sur ce que tu as dit, Julien, aujourd'hui, il y a beaucoup de fonctionnalités. Donc aujourd'hui, Shopify, c'est 100 nouvelles fonctionnalités par semestre. Donc ça en fait beaucoup. Et c'est là aussi l'idée d'être accompagné par une agence qui va pouvoir un peu défricher, dire voilà, ce qui peut être intéressant, ce qui peut être important par rapport à ce projet. Il y a eu notamment dans les 2-3 dernières années sur le thème, qui est le thème 2.0, qui est devenu très important chez Shopify, qui a permis en fait d'enlever beaucoup de friction, que ce soit au niveau des apps, que ce soit au niveau des différentes parties qu'on peut mettre au niveau de sa page, de la personnalisation qu'on peut mettre. Donc déjà ça a enlevé une grosse partie. Enfin, on peut tellement personnaliser les choses en utilisant un thème qui sera
bien utilisé, donc bien paramétré, que ça nous enlève déjà des points de friction. Et ensuite, pour rebondir aussi sur ce que tu disais sur la personnalisation, aujourd'hui, il y a l'IA qui est très important dans cette partie, notamment sur la barre de recherche où on peut faire des recherches sémantiques. Aujourd'hui, oui, je peux chercher une robe noire, mais j'ai aussi peut-être envie de rechercher des vêtements d'hiver et avoir une sélection qui me sorte des vêtements d'hiver, donc des pulls, des bonnets, des manteaux, sans pour autant en fait aller dans la précision de ce que je veux. Peut-être que voilà, je veux faire un cadeau pour la fête des mères, qui me sortent du coup toute une liste de cadeaux disponibles. Donc je pense qu'aujourd'hui, le client aussi recherche cette capacité aussi d'adaptation, euh, qu'on puisse le comprendre plus rapidement, et qui permet du coup d'améliorer en fait cette compréhension et ce taux de conversion, parce que finalement, une personne qui va trouver des produits plus rapidement va acheter beaucoup plus rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce que vous venez de préciser sont inclus nativement dans les solutions dont on parle. Et c'est ça qui est hyper cool, c'est qu'on peut apporter véritablement une expérience super personnalisée, hyper personnalisée à vos clients en s'appuyant simplement sur une solution, entre guillemets simplement, comme Shopify et comme Nosto. Le quatrième point qui est hyper intéressant et qui rejoint un événement auquel on a participé la semaine dernière, qui s'appelle Unlock, qui est un événement organisé par Akeno, qui est une solution de PIM, que ceux d'entre vous peut-être connaissent, Product Information Management, donc un outil qui permet de gérer le catalogue produit, les informations de vos produits, et qui ressort notamment d'une enquête liée sur les performances et la conversion, qui tout simplement se joue autour de l'information que vous allez apporter à votre visiteur et à la qualité des informations que vous donnez sur vos fiches produits, mais sur vos contenus de manière générale. Et l'impact est extrêmement important, car forcément, si vous arrivez avec une fiche produit qui est ultra complète, avec du contenu qu'on ne trouve pas ailleurs, des visuels et du contenu qui est attractif, vous allez pouvoir forcément améliorer l'expérience d'achat. Et bien sûr, si derrière on rajoute un peu de connaissance de client, on peut avoir du contenu qui est personnalisé. Et ça, c'est possible avec des outils, bien sûr, comme un PIM, un DAM pour la partie visuelle, et bien sûr en utilisant tous les outils nativement proposés par Shopify, Nosto et d'autres, qui intègrent pour certains d'entre eux de l'intelligence artificielle et qui viennent automatiser ce contenu. Donc forcément, l'expérience d'achat va passer par le contenu et la qualité du contenu que vous allez pousser à vos clients. Mais je pense que Camille, Kevin et Sarah vont également compléter ce que je suis en train de dire. Oui. Donc oui, effectivement, une fois de plus, hein, quand on parle de contenu, on parle de disponibilité produit et d'être en mesure effectivement potentiellement d'aller aussi chercher le bon produit et le rendre dispo pour mon client. Donc voilà, pas grand chose moi à ajouter de mon côté sur cette partie contenu, si ce n'est effectivement voilà la disponibilité, la capacité effectivement une fois de plus à unifier le stock, donc à faire en sorte que le produit soit disponible à l'instant T au moment où le client veut en bénéficier. Il y a aussi la partie promesse de livraison, promesse d'avoir une livraison ultra rapide, la promesse d'avoir un véritable service omnicanal. Ouais. Et c'est bien beau de le dire, mais si on ne l'assume pas derrière, ça peut être vite compliqué. Ouais, Donc, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée là-dessus. Oui, tout à fait. Merci Julien. Oui, effectivement. Donc ouais, une des fonctionnalités de l'OMS et de OneStock d'ailleurs, puisque c'est, je pense qu'on a une des solutions qui est la plus avancée à ce niveau-là. On a une fonctionnalité qu'on appelle la Delivery Promise. Donc le principe, c'est que étant au cœur de l'écosystème, étant connecté avec notamment tous les transporteurs et ayant des informations qui proviennent de l'ERP, des différents canaux de vente, etc., on est en mesure de proposer une promesse de livraison qui va être la plus fiable possible et surtout le plus tôt possible dans le parcours d'achat client. Et là, l'objectif, c'est aussi d'éviter des frustrations, de se dire effectivement, tiens, je cherche un produit, je vois au début du parcours d'achat qu'il est disponible potentiellement et qu'on pourra me le livrer sous 3-4 jours. Et puis quand j'arrive au moment du checkout, en fait, il y a un appel API qui est fait, et puis en fait, le produit n'est pas forcément disponible sur ces délais-là. Potentiellement, le temps de livraison va être allongé. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment un point de frustration qui peut pousser à l'abandon du panier, clairement. Donc voilà, nous, notre mission, c'est aussi effectivement de faire en sorte de proposer cette donnée le plus tôt possible dans le parcours d'achat et faire un petit peu comme le fait Amazon. On a des clients aujourd'hui qui sont capables de filtrer carrément dans les recherches et dans la page de résultats de produits. On va pouvoir filtrer
filtrer les produits par délai de livraison. Par exemple, je ne veux voir que les produits qui vont pouvoir m'être livrés sous 48 heures. Et donc, effectivement, être capable de proposer cette promesse de livraison le plus tôt possible. Et ça, c'est un point qui est clé aussi, c'est qu'au-delà de la vitesse de livraison, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le client final, il attend aussi de la précision dans la livraison. Il veut pouvoir anticiper sa livraison. Et effectivement, potentiellement, ça peut être sous 3 jours, mais si on lui dit que c'est sous 3 jours, potentiellement, il va être en télétravail ce jour-là, il va s'organiser pour recevoir sa livraison. Il ne faut pas que ce soit décalé. Donc voilà, ça, c'est aussi un des enjeux majeurs, une des promesses majeures de l'OMS, c'est voilà, en étant au cœur de cet écosystème, d'avoir toutes ces informations-là et de pouvoir pousser ça le plus tôt possible dans le parcours d'achat. Ouais, et puis sur l'optimisation en fait d'une page produit, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Bien entendu, euh, je parlais auparavant d'aller personnaliser la découverte produit, donc les produits qu'on va montrer, mais on peut aussi personnaliser des éléments de contenu. Et une page produit, ça peut être aussi une page d'entrée, encore une fois, sur le site. Et donc, il est important de s'adresser aux différents visiteurs de la façon la plus optimale qui soit. On va par exemple pas s'adresser de la même façon à un visiteur qui arrive pour la première fois sur le site qu'à un visiteur qui a l'habitude de commander chez nous. Donc, ces aspects de cycle de vie du visiteur, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, les identifier et derrière les exploiter dans des stratégies de personnalisation de contenu qui vont ramener justement la conversion. Je pense au truc typique qu'on voit, c'est 10% sur la première commande pour aller déclencher l'achat des nouveaux visiteurs, enfin des nouveaux clients. Ça, c'est quelque chose qu'on va éviter de montrer à quelqu'un qui ne va pas pouvoir en bénéficier parce que y a rien de plus frustrant que ça, surtout quand on est fidèle à la marque et qu'on voit qu'on n'a pas forcément ce bénéfice-là. Et je pense aussi, encore une fois, au trafic payant. À partir du moment où voilà, on a dépensé du budget, on a payé pour qu'une personne arrive sur notre page produit, on a d'autant plus d'intérêt à ce que cette session et cette visite, elle convertisse. Donc, on a un challenge un peu plus important là-dessus. Et donc, typiquement, dans le cadre d'une campagne, par exemple Google Shopping, où on arrive sur une page produit, là, on va aller pouvoir optimiser toute la page pour ce trafic-là et uniquement pour ce trafic-là. Donc, je pense, par exemple, à un produit, donc j'arrive sur une page produit, je proviens de Google Shopping. Si le produit ne me convient pas, n'est pas disponible dans ma taille ou voilà, ne convient pas pour X ou Y raison, on va essayer d'éviter tout de suite la sortie du site et on va proposer par exemple des produits alternatifs, mais au lieu de les proposer cette recommandation de produits alternatifs en bas de page comme on pourrait l'avoir en général sur les autres sites, ici on va peut-être pouvoir la faire un petit peu plus haut pour qu'elle soit plus proéminente, qu'elle soit vue directement par ce visiteur-là et qu'on évite du coup le retour sur la recherche Google et qu'on puisse faire de la rétention et avec tous les autres outils convertir ce visiteur-là. Autre point peut-être que je voulais aborder là-dessus sur l'optimisation des pages produits. Aussi, une chose très importante, ça va être ce qu'on appelle l'UGC, donc tout ce qui va être preuve sociale. Donc c'est le contenu généré par les utilisateurs. Alors c'est bien connu souvent sur les avis. On sait que ça peut vraiment faire ou défaire une vente et que c'est beaucoup regardé. C'est pas spécialement ma spécialité, mais je veux dire, c'est assez facile à comprendre que c'est important. Un autre type de contenu UGC qui est un peu plus sous-exploité, c'est le contenu UGC visuel. Donc, c'est tout le contenu qui sont créés par votre communauté sur les réseaux sociaux et qu'ils partagent sur Instagram et qui permettent en fait de voir votre produit dans son contexte d'utilisation ou portée. Et bien ça va pouvoir ajouter effectivement de la preuve sociale, de l'authenticité, de l'attachement à la marque. Et encore une fois aussi d'aller aider à la conversion. Sarah, tu voulais peut-être rajouter quelques points là-dessus. Très rapidement, merci Camille. Alors du coup, on parle de contenu sur le site qui peut influencer le taux de conversion. Et moi, je vais remonter un petit peu plus haut aussi dans le funnel en parlant de contenu dans les communications, donc sur les mails aussi, puisque c'est un impact très large aussi sur le taux de conversion. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, un email
personnalisé, automatisé, avec voilà, toutes les datas qu'on peut connecter ensemble et réutiliser dans les communications, va avoir 6 fois plus Enfin, la conversion est 6 fois plus importante, le taux de conversion est 6 fois plus important qu'un email sans personnalisation. Et quand on parle de SMS, c'est même 8 fois plus. Donc c'est vraiment hyper important. On va avoir énormément d'éléments qu'on va pouvoir utiliser en fait dans tout ce contenu qu'on personnalise. Vous avez cité les reviews, ça c'est un truc qu'on peut aussi justement utiliser dans des emails pour aller voilà, chercher de la conversion ensuite sur le site. On va personnaliser alors évidemment avec tous les événements qu'on peut récupérer de l'intégration Shopify avec tout ce qui va être profil de la personne, est-ce qu'elle est sur un segment VIP, donc je vais m'adresser de manière différente dans l'email à cette personne. On peut aussi, via l'IA, mettre en place des A/B tests où l'algo va choisir directement quel test fonctionne le mieux en fonction du segment auquel on parle. Et donc tout ça, finalement, va avoir un réel impact aussi sur le trafic, encore une fois, qu'on ramène sur le site et le taux de conversion qu'on va aller chercher. Merci beaucoup. Un point important, et je pense que je vous invite, je pense qu'on en a parlé la semaine dernière à l'événement Unlock, un point ultra essentiel, mais vous n'êtes peut-être pas prêt. Est-ce que vous avez entendu parler de la DPP? Ça vous parle ou pas? Non? Vous connaissez les RGPD? C'est pire. Voilà. Concrètement, c'est pire et ça arrive en 2026. Et la DPP, je vous traduis, c'est quelque chose de très très récent, ce qu'on appelle le Digital Product Passport. Donc c'est quelque chose qui va devenir obligatoire dès 2026 et qui concrètement est un certificat numérique et qui est un gage de traçabilité, de transparence et d'authenticité pour les produits. Donc concrètement, ça va être une belle source de galère complémentaire à assumer et à valoriser sur votre site e-commerce. Certains sites, en l'occurrence, notamment des Nordics, je vous invite à aller voir un site qui s'appelle Arket, qui n'est pas très connu chez nous et qui a commencé déjà à communiquer dessus, sur ces informations-là. Et là, je vous liste juste quelques éléments qu'on va devoir intégrer justement dans ce certificat. C'est évidemment la composition, l'origine des matériaux, la possibilité de démontage et de réparation de vos produits, le traitement de fin de vie, le recyclage des éléments, les éventuelles substances dangereuses, forcément et polluantes, et évidemment les performances environnementales, empreinte carbone et tout ce qui va avec. Donc il faut s'y préparer, donc on a encore un petit peu de temps et on aura évidemment, je pense, un peu de marge de manœuvre là-dessus. Mais le DPP, je vous invite à regarder, il y a très peu d'articles qui en parlent, on en fera un très très prochainement, mais c'est quelque chose qu'il va falloir aussi prendre en compte sur la valeur des informations que vous allez pousser sur votre fiche produit. Pour améliorer les conversions, et un point qui est essentiel, c'est la rapidité. Et ouais, Paul-Louis, tu t'es redressé, parce que c'est à toi que je vais laisser la parole. Concrètement, pour optimiser la conversion, il y a un vrai sujet de rapidité des plateformes. Donc on parle évidemment des temps de chargement, mais aussi de rapidité pour pouvoir valider votre commande. Et ce qu'il faut savoir, c'est que selon Google, quand même, 53% des internautes souhaitent que la page se charge en moins de 3 secondes. Donc globalement, certains d'entre vous vont dire « ouais, je suis large et tout, pas de problème », mais ce n'est pas le cas sur tous les contenus, ce n'est pas le cas sur tous les sites, et je peux vous assurer que ça peut avoir un impact phénoménal lorsque les clients ne sont pas contents et qu'ils vont sur le site de votre concurrent. Et donc forcément, quand on dit rapidité, on va parler forcément de la rapidité de Shopify, mais on va aussi parler de toute la partie de checkout. Ouais. Petite parenthèse, je vous invite à aller découvrir une solution qui s'appelle Bluebird, qui est une solution qui permet justement de faire de la traçabilité sur vos produits en se basant sur de l'IA, donc en traquant le packaging, en donnant des conseils notamment en termes de recyclage du produit, de la boîte ou autre. C'est assez intéressant. C'est en place chez Goodweird, c'est un site Shopify absolument magnifique, que je vous invite à aller découvrir. Effectivement, sur la partie optimisation, plus que en fait la rapidité, c'est la pertinence. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on a pas mal d'informations sur comment aller chercher les bonnes personnes, etc. Mais en fait, déjà avant ça, c'est d'avoir des bonnes campagnes d'acquisition, d'avoir bien ciblé. Parce que vous pouvez avoir une très bonne image qui est très jolie, qui fait très bien sur Insta, qui vous fait cliquer, et en fait les personnes ne sont pas du tout intéressées par votre produit in fine parce que vous n'avez pas eu le bon message. Donc c'est toujours aussi la pertinence sur le PIM, ce que Camille disait était assez intéressant. Et la partie optimisation, oui, pourquoi? Parce que il y a une très bonne étude qui est sortie récemment, qui est une étude de Content Square, qui a sorti ça sur début 2024, qui met tous les voyants en rouge. Donc ça met un peu les choses, ça plante le décor. Je suis
assez intéressé par je trouve cette étude assez intéressante parce que j'en avais un peu marre de toutes ces études qui vous montrent que tout est vert, que les taux de conversion sont bons, que tout va bien. Non, en fait, tout est rouge. Les sessions n'ont jamais coûté aussi cher. Vos clients n'ont jamais eu aussi peu envie d'attendre sur votre site. Et en plus de ça, du coup, il faut que ce soit le plus rapide possible. Le plus rapide possible, donc le plus pertinent. Aujourd'hui, en France particulièrement, on a un problème. Alors, on est un peu rageux, mais c'est vrai que c'est comme ça que c'est appelé. C'est le rage click, c'est-à-dire trois fois, vous allez cliquer sur hop, vous partez, vous avez perdu une vente. Effectivement, les coûts d'acquisition n'ont jamais été aussi élevés, et donc perdre une vente, je trouve ça très intéressant l'introduction que tu as fait tout à l'heure, Julien, sur arrêtons d'aller sur du nouveau, optimisons l'existant. Et en fait, optimiser une page produit existante est bien plus pertinent, à mon sens, que de partir dans des travers dans lesquels vous n'avez aucune certitude des résultats qui pourraient être escomptés. Effectivement, la partie de checkout, je trouve assez phénoménal ce que Shopify arrive à faire nativement, parce que en fait, vous arrivez sur une stack technique qui est d'ores et déjà ultra performante. En fait, le boulot Shopify l'a déjà fait pour vous, donc c'est ça qui est assez énorme. Ça ne veut pas dire que Shopify c'est magique, parce qu'il y a quand même on en parlera un peu tout à l'heure avec le TCO, mais il y a quand même aujourd'hui une vraie problématique qui est de rajouter des couches. Vous avez beau être une plateforme SaaS, si vous rajoutez 50 applications, à un moment votre thème, il va dire stop, il en a marre. Et pourtant on est sur du SaaS. Imaginez ce que ça pourrait donner sur de l'open source. Mais voilà, il y a aussi cette notion à avoir en tête, c'est le Shopify, c'est formidable. Vous avez aussi un rôle à jouer, vous et votre agence, dans la conception et l'optimisation de ce site-là. Et sur la partie de checkout, Shopify a encore fait un truc assez génial. Le checkout de Shopify est quand même énorme. Il l'était déjà, il l'est encore plus depuis la mise à jour avec le One Page Checkout. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment optimiser cette partie dans le sens où, encore une fois, on parle de pertinence. On a vu des marques aujourd'hui se dire tiens, je vends un peu en France, je vends en France essentiellement, j'ai 2-3 clients en Belgique. Ce que disait Kevin tout à l'heure était assez pertinent, tout à fait pertinent même. C'est-à-dire que vous pouvez avoir fait tous les efforts du monde à faire en sorte que votre client arrive, vous avez un beau PIM, vous avez des super pages produits, vous avez des reviews. Encore une très bonne étude, ce que disait Camille était très juste. Aujourd'hui, 75% des consommateurs expliquent que les reviews sur un produit ont une influence sur leur décision d'achat. Si vous n'avez pas de reviews, vous perdez en conversion, c'est mathématique. Et donc ce qui se passe sur la partie paiement est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez optimiser votre tunnel d'achat de manière générale. Si la personne à la fin n'a pas la possibilité de payer avec sa méthode de paiement, elle ne paye pas. C'est encore une fois, vous pouvez vous mettre à la place du client, avoir vos certitudes en termes en qualité de fondateur, c'est votre bébé, c'est votre marque. Vous seriez en mesure de pouvoir payer votre produit parce que vous adorez votre produit, mais si votre client derrière, il ne peut pas payer comme il l'aurait souhaité, c'est terminé. Si on est en fin de mois et qu'il n'a pas une méthode de paiement fractionnée, par exemple, pour assouplir son paiement, il ne paiera pas. Ou alors il attendra la semaine prochaine. Mais d'ici la semaine prochaine, il peut se faire target sur Insta par un de vos concurrents. Vous avez perdu une vente. Et donc encore une fois, je trouvais que ce que Camille disait était très juste. Et il faut le rappeler, les sessions n'ont jamais coûté aussi cher. Vous payez aujourd'hui 3-4 fois plus, voire même encore plus. On est monté à 15 fois sur certains secteurs d'activité que ce qu'on payait il y a encore 3 ans. En acquisition. Donc vraiment optimiser tout, que ce soit vos méthodes de paiement, que ce soit les reviews, que ce soit de mettre une ligne de flottaison, enfin tout au-dessus de la ligne de flottaison. Une notion très intéressante, et je finirai là-dessus parce que je prends beaucoup de temps, mais sur l'étude de Content Square, rappelez aussi la différence entre mobile et desktop. Aujourd'hui, on sait que le Shopify fait en sorte que votre expérience mobile soit nativement optimisé. La différence entre le desktop et le mobile, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 80% du trafic à peu près qui est effectué sur mobile. Vous avez aussi 70% du trafic mobile qui vient du paid. Quand on est sur desktop, on est plutôt aux alentours de 35-40%. Donc en fait, vous vous adressez pas du tout à la même clientèle, ou en tout cas, vous adressez pas le même intérêt de base de vos clients. Donc aussi, bien séparer ça, optimiser, mais optimiser en fonction du canal que vous allez utiliser. Je crois qu'on parlera des canaux juste après. Désolé, j'ai été long. C'est bon. Pardon. Je voulais juste compléter ce que disait Paul-Louis, justement, c'est très intéressant par rapport à la performance déjà. Sur le mobile, 1 seconde de gagné en termes de pages qui load, c'est 20% de conversion en plus. C'est pas grand-chose en termes de temps, mais c'est
beaucoup en termes de conversion. Et aussi, en fait, déjà sur Google, on a parlé un peu de paid, mais il y a aussi donc le SEO. En soi, aujourd'hui, pour être sur la première page de Google, il faut que votre page puisse charger en 1,6 secondes à peu près. Donc ça, justement, ça pèse beaucoup aussi sur les applications que vous allez utiliser, la taille des images que vous allez utiliser, le nombre d'images, ce que vous allez mettre sur vos pages. Donc tout ça, c'est de l'optimisation déjà que vous faites. Et ensuite, en termes de checkout, et je le rejoins totalement, il y a les moyens de paiement qui sont utilisés et quand ils sont utilisés. Donc plus tôt vous pouvez proposer le paiement à vos clients sur les pages, et plus tôt ils pourront payer. Aujourd'hui, par exemple, si on met, nous on a ShopPay par exemple qui permet justement d'être identifié, d'avoir déjà toutes les méthodes de paiement qui sont enregistrées et de se mettre sur la page produit. Aujourd'hui, par rapport à un guest checkout où il va falloir rentrer toutes ces informations, etc., c'est 50% de conversion. Donc c'est énorme. Donc oui, le checkout est super important, quel que soit le moyen de paiement que vous utilisez. Qui soit adéquat à ce dont vous avez besoin. Mais oui, plus tôt vous pourrez utiliser le paiement et plus tôt en fait votre client va pouvoir payer et aller plus vite parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Personnellement, c'est quelque chose aujourd'hui, au-delà des sites que j'utilise, mais quand je vois que je dois re-rentrer tous mes détails, ma carte bancaire, mon nom, mon adresse et remettre aussi les détails de facturation, j'abandonne. Je vais chercher un autre site qui sera plus performant. Je vous ai dépeint un tableau extrêmement noir au niveau des résultats, mais je vous souhaite beaucoup de conversions et beaucoup d'acquises. Juste un sujet, effectivement, il n'y a évidemment pas de souci sans solution derrière. Le paid n'a jamais coûté aussi cher, n'a jamais été aussi complexe. Et c'est peut-être aussi le moment de revenir un peu sur de l'organique. Et une solution dont on peut parler, on peut citer des solutions, c'est bon. Une solution que moi personnellement j'aime beaucoup, qui est Blogle, qui est une solution qui est extrêmement intéressante et assez performante aujourd'hui, qui permet en fait de simplifier toute la partie blog on-site sur ce que vous pouvez faire directement connecté à Shopify. Et c'est aussi ça, si le paid vous coûte trop cher, pourquoi pas aussi revoir un peu la partie organique. On a des marques aujourd'hui qui en organique vont avoir j'en ai rencontré une il n'y a pas très longtemps qui fait 40% de conversion à partir du moment où c'est venu en organique. Parce qu'elle a les bons mots-clés, parce qu'elle adresse la bonne clientèle, parce que ses articles sont pertinents, et aussi parce que, et c'est l'une des fonctionnalités je trouve phares de Blogle, permet de pouvoir ajouter des CTA directement dans les blogs, dans les articles. Et c'est ça où c'est intéressant. C'est, encore une fois, je parlais de pertinence tout à l'heure, ce qui en fait est un peu le maître mot je trouve ce soir, c'est j'ai un article, j'adresse la bonne personne et je la renvoie vers le bon produit au bon moment à ce moment-là. Voilà. Merci beaucoup. Vous voyez pourquoi il est influenceur? Parce qu'en plus, contrairement aux influenceurs TikTok qui vendent de la paillette, lui, il vous dit la vérité. Et ça, c'est vachement cool. Le sixième point extrêmement important, et forcément, je pense que Kevin, là, pour le coup, c'est ton moment. Je pense qu'on va parler d'omnicanalité. Ouais. Évidemment, l'omnicanalité, c'est un terme qu'on a tendance à résumer autour de l'achat site e-commerce, achat boutique. Mais finalement, ça va au-delà. Sur la partie site e-commerce, il y a, oui, certes, le site e-commerce. Sur la partie digitale, mais il y a le site e-commerce, il y a les réseaux sociaux, il y a les marketplaces et il y a évidemment les boutiques. Et ça, c'est important en comparaison et en opposition multicanal, où vous pouvez être présent sur plusieurs canaux, mais ne pas les faire communiquer entre eux et ne pas apporter une expérience fluide. Et ça, c'est évidemment un point important, d'autant que l'omnicanal a un impact très très fort sur la conversion. Il augmente le taux de conversion de 38% en moyenne lorsque vous avez l'omnicanalité qui est intégrée dans votre organisation. Ça augmente le trafic de 50%, ce qui n'est loin d'être anodin. Et enfin, ça augmente aussi la satisfaction de vos clients à hauteur de 59%. Parce que le client est content, parce que le client peut s'adresser à vous, peut acheter vos produits sur différents canaux, et c'est un point qui est évidemment très structurant. Donc Kevin, tu vas pouvoir prendre la parole bien sûr, mais je pense que Yasmine, Paul-Louis et Sarah pourront également compléter. Ouais, effectivement, il y a différentes façons de traiter le sujet de l'omnicanalité. Nous, chez OneStock, effectivement, on va le traiter d'une façon très orientée, effectivement, sur... on part du constat dont je parlais tout à l'heure, qu'aujourd'hui, les retailers, nos clients retailers, ils ont un asset qui est clé, qui sont leurs magasins. Et donc, leurs utilisateurs, leurs clients, ils ont envie, effectivement, d'avoir une expérience qui va être omnicanal, dans le sens où, effectivement, on parlait de conversion juste avant.
on le voit, un des enjeux aussi, c'est de se dire, quand j'ai des magasins, il faut que le magasin aussi fasse partie de ma stratégie e-commerce. Et donc, effectivement, au moment de conversion, au moment de mon checkout, je veux pouvoir potentiellement aussi m'appuyer sur l'expérience magasin, donc faire du click and collect, faire du click and collect express. Aujourd'hui, nous, on a des clients qui sont capables de faire du click and collect en 30 minutes. Donc voilà, je commande un produit, je vais pouvoir aller chercher mon produit directement dans mon magasin. Et puis effectivement, ça permet aussi forcément de proposer plus d'options de livraison et donc d'une manière générale d'avoir cette stratégie qui va aller au-delà du e-com d'un côté, magasin de l'autre. Et puis il y a aussi une logique de retour aujourd'hui. Alors évidemment, on souhaite que les clients soient satisfaits des produits, mais donc une solution comme un OMS, ça va permettre aussi de permettre aux clients potentiellement de passer dans un magasin sans avoir à faire quoi que ce soit avant. Tiens, j'ai acheté un produit, j'en suis pas satisfait, je veux pouvoir le retourner. Et donc forcément aussi, ça veut dire du cross-sell, de l'upsell, et c'est une possibilité de faire venir le client en magasin. Et ça, on sait que c'est un point qui est clé. Une fois de plus, on sort d'une phase où on était très DNVB, tout le monde se posait des questions un petit peu sur le rôle du magasin. Je pense qu'aujourd'hui, c'est clair que le magasin, ça reste un élément central de la stratégie d'un retailer, d'autant plus pour aller effectivement aussi se battre contre toutes ces marques d'ultra fast fashion. Je pense que tout converge vers justement cette idée de se dire, on parlait du retour de la marque qui est hyper important, cet aspect édito, raconter une histoire, le storytelling, etc. Le magasin, ça contribue à ça. Et donc effectivement, voilà, l'OMS, ça va permettre aussi de créer ce trafic en magasin. Et un point qui est clé aussi, c'est de se dire, on sort un petit peu de cette dualité e-commerce d'un côté, magasin de l'autre, et on arrive effectivement à réconcilier tout ça en permettant au magasin de venir capter de la commande potentiellement qui provient du e-commerce, et inversement en proposant des solutions qu'on appelle endless aisle. Donc je suis en magasin, je cherche un produit, il n'est pas disponible, plutôt que de laisser partir mon client et qui va potentiellement pouvoir acheter un produit chez mon concurrent dans le magasin d'à côté ou un petit peu plus loin, je vais pouvoir lui proposer de visualiser le stock, de potentiellement pouvoir réserver le produit dans un autre magasin, de le livrer chez lui ou même de faire un click and collect. C'est-à-dire potentiellement, j'étais à Londres aujourd'hui, j'achète mon produit dans un magasin à Londres et potentiellement je vais le récupérer en click and collect quand j'arrive à Paris 2 heures plus tard. Donc voilà, il y a aussi cette notion d'expérience de se dire, on est sur une expérience transverse, multi-pays, pan-européenne, parfois mondiale. Et donc effectivement, comment est-ce que j'allie le meilleur des deux mondes entre le e-commerce et le magasin. Je prends. Effectivement, je suis complètement aligné avec Kevin. Et vous avez en fait devant vous, je le mets dit de manière très objective, mais 5 solutions, enfin 5 personnes représentant des solutions qui ont à peu près toutes, je pense, été assez précurseurs sur la partie omnicanal. L'omnicanalité, c'est un gros mot qu'on entend depuis des années. Et en fait, on vient au constat assez simple, c'est que les pure players d'hier ont décidé de lancer des pop-up stores avec du Shopify POS, avec du PayPlug en terminal de paiement, en prenant des solutions OMS, en ayant une stratégie mailing qui soit omnicanal, c'est-à-dire qu'on sait quand le client vient en magasin, on sait comment le targeter ensuite. Et plus que omnicanal, c'est multicanal et omnicanal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le couplement des deux est assez intéressant. Chez PayPlug, on l'a fait assez vite aussi. Je prêche rapidement pour ma paroisse, mais on l'a compris assez vite. Et aujourd'hui, notre stratégie, elle est d'accompagner des marques sur l'ensemble de leur scope paiement, c'est-à-dire de les accompagner sur du online, mais aussi sur de la proxy. C'est la réunification des paiements, c'est la réunification de la data, ce qu'on disait tout à l'heure avec Sarah notamment. Et effectivement, la partie omnicanal est assez intéressante aujourd'hui. Je trouve que ce que Julien dit est très, très exact. Il n'y a pas de solution binaire à offline et online. Vous pouvez être pure player et être omnicanal. Vous pouvez avoir par exemple un site, vous pouvez vendre sur votre Shopify, vous pouvez aussi avoir une application. Aujourd'hui, c'est un canal de vente qui est extrêmement utilisé. On a sorti récemment une étude qui montre que, notamment en fonction des générations, les attentes sont complètement différentes. Le M-Mobile est devenu plus puissant qu'il n'a jamais été. Au-delà du trafic, c'est ce que ça représente aujourd'hui en termes de sessions, de nombre de sessions, mais aussi en termes de conversion. La conversion mobile est bien plus importante quand l'expérience est optimisée. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment aller vers ce sujet de... on peut, de toute façon, on le sait aujourd'hui, les marques qui réussissent sont soit des pure players qui ont décidé à un moment donné d'aller à la rencontre de leurs clients physiquement, soit des plus vieilles entreprises
qui ont pris le virage digital. Eden Park en est un excellent exemple. La marque fait aujourd'hui plus, je sais plus, mais enfin, tu avais de très bons exemples. C'est le mailing représente quasiment 40%, je crois, du revenu de la boîte. On a les marques qui réussissent aujourd'hui sont forcément des marques qui, à un moment donné, ou qui continuent de croître en tout cas, sont forcément des marques qui, à un moment donné, ont décidé d'aller à la rencontre de leurs clients et de leurs clientes sur plusieurs canaux. Et c'est ce qui fonctionne. Et c'est ce qui montre aussi qu'on doit toutes et tous, je trouve, aller dans cette direction. Et Shopify a bien fait le taf là-dessus, je trouve. Je pense que c'est exact. En soi, aujourd'hui, chez Shopify, on appelle même plus ça l'omnicanalité, mais c'est le commerce unifié. Parce que finalement, on veut vraiment remettre la marque au centre de cette expérience-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients vont attendre la même expérience en ligne, en magasin, sur les réseaux sociaux, sur une app, sur une marketplace. Ils sont là pour acheter une marque. Donc en fait, l'identité de la marque est de plus en plus forte. Il faut qu'elle puisse être visible sur ces différents canaux. Donc en soi aujourd'hui, par exemple, je peux très bien vouloir commander en ligne, payer sur place en magasin ou à contrario aller en magasin, quelque chose me plaît. J'ai toutes les informations qu'il me faut par rapport au client que j'accompagne. Donc je peux très bien lui dire, écoutez, ce pull me plaît, je le prends, vous avez déjà ma carte bleue, vous avez mes informations, je peux ne pas passer à la caisse finalement. Ça peut être fait totalement rapidement. Et l'idée, c'est de pouvoir piloter en fait tous ces différents canaux à travers le même outil qui permet en fait de dire oui, ce client a acheté 3 pulls le mois dernier en ligne et puis ensuite est reparti en magasin pour acheter le jean qui va avec. Et en fait, on construit encore plus de fidélité en donnant la même expérience, en poussant finalement, quel que soit le canal, des emails pour fidéliser encore plus ces personnes-là. Donc oui, aujourd'hui, l'omnicanalité, c'est très important et je pense qu'il faut pouvoir étudier tous les différents canaux qui peuvent être utilisés. Il y a l'aspect marketplace aussi, je pense, auquel on ne pense pas forcément. C'est pas forcément créer sa marketplace, mais c'est vendre sur une marketplace. Ça peut être des Amazon ou autres, mais ça peut être aussi des marketplaces françaises qui proposent différents produits sur lesquels vous pouvez vous connecter. Il y a notamment, on a créé un connecteur avec un très grand outil qui s'appelle Miracle, que vous devez connaître, ou il y a aussi Shopping Feed qui permet justement d'agréger ces produits sur différentes marketplaces. Donc en fait, ça, c'est des canaux de vente supplémentaires qui permettent bien sûr d'accroître les ventes, mais qui permet aussi d'asseoir sa marque sur différentes plateformes. Je vais compléter très rapidement parce qu'il y a beaucoup d'insights qui ont été partagés. Alors là-dessus, le point de vue aussi Klaviyo et Marketing Automation, c'est omnicanalité et stratégie omnicanal dit aussi pertinence de l'expérience proposée aux clients. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un fil directeur de A à Z en fonction des touchpoints. Et pour partager un exemple précis, et c'est vrai que le fait d'avoir un magasin, une app, c'est vraiment un point fort, mais ça peut être aussi un point faible qui peut complètement perdre le client si on envoie des informations complètement différentes en fait sur les différents canaux. Donc on a une cliente qui vient en magasin, qui va regarder une robe. Grâce à la connaissance client 360, on récupère cette information. On va mal l'utiliser parce qu'on n'envoie pas le bon email avec des recommandations produits qui n'ont rien à voir avec le produit qui a été regardé, ou en tout cas même si c'était un abandon de panier sur le site aussi. Donc le follow-up email n'est pas bon. On a le client, imaginons, a l'app du magasin et reçoit une notification push qui est cette fois-ci avec des discounts de produits différents de ceux qu'ils ont mis dans le panier. On arrive sur Instagram, on reçoit là cette fois-ci un discount lié directement au produit. Donc en fait, on sort de ce parcours et on se dit mais en fait, on a complètement des informations différentes et pas linéaires qu'on a reçues de la même marque et donc on peut potentiellement aussi perdre un petit peu le client là-dessus. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec un outil de marketing automation comme Klaviyo, c'est d'harmoniser ce parcours, de connecter les différents outils pour proposer un parcours omnicanal pertinent. Et pour faire le lien avec la prochaine section aussi, c'est vrai que nous, ce qu'on voit quand on utilise un outil qui va justement
connecter les différents points de contact et les différents canaux ensemble, c'est qu'on va peut-être un petit peu moins surutiliser certains canaux. Donc par exemple en connectant l'email et le SMS, on va peut-être se rendre compte que bah, tiens, toutes ces personnes, les 20% de personnes qui ont touché sur l'email, en fait on n'a plus besoin de leur envoyer ces communications-là sur l'email, mais que sur le SMS, et du coup on optimise un petit peu les coûts aussi, in fine, dans nos stratégies. Merci beaucoup. On a fini sur la conversion. Je pense que vous avez quelques éléments et on a passé beaucoup plus de temps que prévu. Donc, je vais essayer d'être plus rapide et synthétique sur la deuxième partie, si ça vous va. Mais en attendant, je pense que c'était assez riche et de vous les partager. Maintenant que vous avez plein de tips et que vous allez pouvoir accélérer et pouvoir cartonner, il va falloir maîtriser tout ça. Maîtriser, bien sûr, votre compétitivité par rapport à vos confrères, parce que c'est pas tout d'avoir plein d'outils, de pouvoir bien les connecter, de pouvoir avoir plein de chiffres d'affaires, mais si derrière il n'y a pas de résultat, ça ne va pas le faire. Donc concrètement, il va falloir maîtriser tout ça et maîtriser votre compétitivité. Et là-dessus, ça passe, le premier point, par intégrer des outils que vous maîtrisez et des outils surtout qui communiquent bien entre eux. Là, vous avez un excellent exemple de 5 solutions qui cartonnent, bien sûr, mais qui surtout arrive à bien se connecter entre elles et qui peut bien sûr vous faire gagner en fluidité, à la fois sur bien sûr l'expérience d'achat côté front, mais aussi la maîtrise et le pilotage derrière de l'ensemble de ces solutions. Donc je ne sais pas si vous voulez rajouter quelques points, Yasmine notamment, Kevin et Sarah, mais concrètement, il faut choisir ces outils, mais choisir par rapport à vos besoins. Ne faites pas le raccourci d'aller voir votre concurrent, analyser via Wapalizer tous les outils qu'ils ont, dire je l'ai même outil que lui. Parce que forcément, ces outils ne fonctionneront peut-être pas sur votre plateforme de la même manière et ne seront pas aussi game changer. Donc il est important de bien les choisir et surtout faire en sorte qu'ils communiquent entre eux, parce que l'automatisation et la gestion de toute la communication qu'il va y avoir entre ces outils est essentielle. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Je pense que le point s'adresse surtout à toi, Julien, parce que finalement, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les agences, justement, parce que les agences sont là aussi pour vous conseiller et être un vrai chef d'orchestre de tout ce qui peut marcher ensemble. Donc oui, l'idée, c'est pas de... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a de très bonnes apps qui marchent très bien, mais l'idée, c'est que tout ne peut pas marcher ensemble. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse justement vous guider sur ce qui peut marcher avec quoi, est-ce qui peut optimiser vos coûts, votre temps, votre performance. Donc, plutôt à toi, Julien. C'est vrai ? Bah non, merde. Si, vas-y Kevin, aide-moi. Ouais, juste un mot, essayer de privilégier des solutions API first qui permettent effectivement de pouvoir faire en sorte que les briques communiquent les unes avec les autres. Je pense que c'est effectivement le cas de la majorité des outils un petit peu modernes. Mais effectivement, voilà, sans créer de préférence particulière, je pense qu'il faut un outil qui soit avant tout adapté à votre besoin. Mais en tout cas, un des enjeux, c'est effectivement de faire en sorte que les solutions communiquent entre elles. Et c'est vrai que l'API, pour ça, c'est quand même aujourd'hui la solution la plus fiable qui va permettre effectivement de pouvoir mettre à jour des données de façon la plus simple et la plus rapide possible. J'aurais pas dit mieux. Et typiquement, pour parler d'automatisation et de fluidité de connexion, ce qui est vachement cool avec des solutions justement comme Klaviyo, comme Nosto et Shopify qui le permet, et Payplug également, c'est que justement ils réfléchissent à ça. Ils pensent justement à leurs clients, ils identifient les solutions e-commerce qui fonctionnent le mieux, évidemment Shopify en fait partie, mais ils créent des connecteurs. Ils font en sorte, ils investissent autour de ces connecteurs pour faciliter votre travail, pour que ça vous coûte le moins cher possible. Et ça, c'est vachement bien. Et c'est aussi, dans le choix des solutions que vous allez faire, c'est le choix des solutions qui investissent pour leurs clients à travers l'établissement de connecteurs qui va permettre de gagner un temps considérable et vous faire évidemment gagner de l'argent. Voilà. Je me permets, mais Vas-y. OneStock aussi a un connecteur Je sais, Shopify. c'est pour ça Parce que que j'en tu as parle. cité les autres, mais pas. Pardon, ouais, je sais. Mais tout à fait. OneStock a aussi un connecteur, évidemment. Le deuxième point, et puis après on va conclure, c'est la maîtrise de son TCO. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le TCO ? Je ne vous fais pas lever la main parce que c'est relou. Mais concrètement, le TCO, c'est le Total Cost of Ownership. Et ça veut dire quoi ? C'est le coût cumulé de, globalement, le choix de la solution, donc l'abonnement potentiel. C'est le choix d'installation, enfin le temps d'installation, donc le coût d'installation, le coût de paramétrage, le coût de maintenance, et tout ça aussi rajouté au coût qui va peut-être être nécessaire pour mettre en place le connecteur. Donc c'est le coût de votre écosystème e-commerce. Et ça peut représenter des coûts qui se cumulent petit à petit, qui s'ajoutent et qui, au final, font exploser les lignes en fin d'année. Et ça, concrètement, la maîtrise du TCO est quelque chose d'extrêmement structurant pour vous, pour justement gagner un maximum en compétitivité. Et
l'avantage de solutions, évidemment comme Shopify, en fait évidemment partie, mais toutes les autres solutions qui sont ici l'ont pensé et font en sorte d'avoir à la fois la roadmap et les fonctionnalités les plus riches du marché, mais avec le TCO le plus maîtrisé qui existe aujourd'hui en e-commerce. Ouais, juste un mot effectivement là-dessus. Moi, je viens d'une époque où on se disait, on veut surtout pas payer de licence, on veut pouvoir être propriétaire de nos outils, de nos sources, etc. Mais effectivement, je pense que l'intérêt de travailler avec des outils SaaS, c'est de se dire que on se préoccupe pas de la mise à jour. On a des outils qui vont être à jour tout le temps, et donc ce travail-là, effectivement, il est fait par les équipes en interne. Ça permet effectivement à un e-commerçant ou à un retailer de se focaliser sur son métier, qui est pas a fortiori de développer et de maintenir des briques. Et effectivement, voilà, juste pour rebondir sur cette notion de TCO, l'idée c'est de bien prendre en compte tout au moment où on fait des calculs. Une mise à jour d'un outil on-prem, ou qui est hébergé pas en SaaS, c'est potentiellement du temps pendant lequel on va pas pouvoir pousser faire évoluer son produit, et c'est autant de temps et d'énergie qu'on dépense sur une mise à jour, ça apporte pas de valeur ajoutée à vous, à vos clients. Donc voilà, le TCO, il y a vraiment de multiples aspects, mais effectivement, au moment de calculer tout ça, c'est important effectivement de se dire, tous les gens qu'on fait travailler sur de la mise à jour, sur de la maintenance, etc., ça rentre aussi dans ce TCO. Là où nous, effectivement, l'idée, c'est aussi de mutualiser tout ce travail-là. Donc on a des équipes R&D qui travaillent, qui développent des fonctionnalités, tous nos clients en bénéficient. Et donc effectivement, voilà, il y a cette notion d'économie d'échelle, entre guillemets, à utiliser des outils SaaS. Ouais, je suis complètement aligné avec ce que vient de dire Kevin. Moi, j'ai tendance même à dire que le TCO, c'est beaucoup plus sur du temps que sur tout ce que vous payez rubis sur l'ongle au final. Pourquoi? Parce que ce que ça vous fait gagner comme temps en termes d'implémentation, c'est du temps que vous pouvez allouer à autre chose en tant que marchand. On sait que les marchands aujourd'hui ont peu de temps qui leur est disponible. Là où c'est intéressant, c'est qu'on vient quand même d'une époque, je ne l'ai pas connue, je vous rassure, mais où, enfin, ça existe encore, Marc, où installer un prestataire de paiement, par exemple, il fallait compter plusieurs semaines de développement. Aujourd'hui, installer une solution comme PayPlug ou comme d'autres, c'est en 3 clics et en 3 minutes, vous pouvez changer de prestataire et en fait résoudre une équation qui est qui est le nerf de la guerre, c'est-à-dire faire en sorte que l'argent de votre client arrive sur votre compte bancaire. C'est dit un peu facilement, mais c'est en fait le nerf de la guerre. Et d'une manière générale, je trouve ça assez intéressant aujourd'hui que les outils puissent s'adapter à votre temps et aux clients d'une manière générale, et que ce soit plus à vous de vous adapter à des complexités d'outils. Kevin a été assez modeste là-dessus, mais quand nous on a des clients par exemple sur la partie paiement qui vont nous demander, qui vont nous dire que non, là j'ai absolument pas le temps de m'en occuper, alors qu'installer un OMS c'est plusieurs mois, et que l'intégration native de Shopify, je crois que c'est divisé par 2. Donc c'est plusieurs mois d'économiser, c'est assez remarquable. Et tout ça est faisable uniquement grâce à un écosystème SaaS que Shopify a créé et sur lequel nous aussi on vient aussi agrémenter et ajouter nos expertises. Je trouve le TCO doit beaucoup plus être regardé d'un point de vue temps que d'un point de vue simplement montant de ce que vous payez à la fin de toutes vos applications. Ouais, c'est un peu le point que je voulais aborder, c'est ce time to value. Je pense qu'on a tous ça en tête. Nous, on a lancé notre solution de site search il y a maintenant à peu près 2 ans. Et quand on a lancé cette nouvelle fonctionnalité, qui est quand même une assez grosse brique et une brique assez importante pour les e-commerçants, on avait vraiment ça en tête. L'idée, c'était qu'on puisse fournir une solution de recherche qui soit puissante, qui utilise l'intelligence sémantique dont on a parlé, etc. Mais en même temps, qui ne soit pas une galère d'implémentation, un projet qui va mobiliser les équipes sur des mois et des mois pour s'assurer de la pertinence des résultats de recherche. Donc en ayant ça en tête aujourd'hui, voilà, on a créé des ponts avec les différentes plateformes. On a proposé des méthodes d'implémentation différentes en fonction des e-commerçants et des profils, de façon à ce qu'on puisse lancer sa recherche sur site en quelques semaines et non pas en plusieurs mois.
Voilà, donc le time to value, oui, je pense que c'est assez crucial. Je vais rester dans le même thème avec le time to market, qui est très important aussi. Donc finalement, ouais, c'est un investissement dans des postes héroïstes sur votre temps et aussi sur votre revenu. Et finalement, aujourd'hui, en utilisant une solution SaaS, une migration va prendre beaucoup moins de temps parce que justement, en fait, il y a du paramétrage à faire. Bien sûr, il y a de la personnalisation, mais on ne parle pas d'une page blanche où il va falloir tout intégrer, tout configurer. Donc, sur des projets justement où on veut avancer rapidement, on peut aller beaucoup plus rapidement sur des solutions qui sont déjà totalement intégrées. Est-ce que je continue avec time, quelque chose Time to strategize. Non, mais alors pour pas reparler de temps d'intégration, saving au niveau des coûts, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc, voilà, je répète pas cette partie. Il y a un deuxième point important, je pense aussi là-dessus, c'est quand on prend un outil qui peut paraître parfois un peu plus cher sur la licence. Il y a aussi effectivement le coût d'installation, mais il y a aussi les fonctionnalités qui font partie de cet outil, les fonctionnalités qu'on va pouvoir utiliser pour aller chercher de la valeur par client et donc du coup aussi générer du revenu en absolu, de la marge, etc. Et donc ça, finalement, c'est aussi, ça fait aussi partie du retour sur investissement de l'outil. Et donc, par exemple, un outil qui va avoir des fonctionnalités d'AI, on en a tous aujourd'hui sur les outils qui sont présents sur le panel, mais ça permet aux équipes de gagner du temps sur voilà, les A/B testing qui sont automatisés, les segmentations qui sont automatiquement dans un outil, tout ce qui va être fait déjà en fait dans un outil qui peut être recommandé va laisser de la place sur la stratégie et organiser, voilà, est-ce que je veux mettre en place une stratégie spécifique sur les clients qui ont le plus de valeur ajoutée pour moi sur l'année. Bah oui, je peux le faire. Et en fait, ça, c'est des fonctionnalités qui valent le coup de payer plus cher, en fait, finalement. Il y a un chiffre qu'on partage aussi beaucoup chez Klaviyo qui est les clients existants sur un site dépensent en moyenne 67% plus que des nouveaux clients sur les 3 premières années. Et donc le fait de passer un peu moins de temps sur tout ce qu'on peut automatiser et de construire un peu plus de stratégie autour de la LTV, de comment aller chercher un peu plus de valeur par client, ça c'est des choses qui vont aussi participer au retour sur investissement de l'outil qu'on achète. Voilà. Je me permets. Et pour compléter ce que disait Sarah, c'est au-delà des features, qui est quand même le principal argument d'une solution et de son coût, c'est l'expertise que vous allez chercher aussi et les équipes qui sont derrière ces solutions-là. Beaucoup de marchands que je rencontre me disent ah, je comprends pas Klaviyo, j'ai un souci, mais en fait l'exploitation de l'outil. C'est comment est-ce qu'on s'entoure aussi des bonnes personnes pour exploiter ces outils-là. Le rôle d'une agence n'a jamais été aussi important, je pense, dans le conseil, que ce soit en OMS, de faire comprendre, parce que c'est un OMS d'éduquer les marchands qui arrivent comme ça sur un marché en étant un peu perdus, en ayant 30 commerciaux qui vous appellent par jour, que ce soit nous chez PayPlug pour le coup qui éduquons nos marchands à faire du paiement, truc qu'on n'avait jamais fait avant, personne ne le faisait, et aujourd'hui on arrive à ouvrir le capot avec nos clients et à leur dire regarde comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut aller chercher des points d'acceptation. Je trouve ce que Shopify fait très bien aussi avec tout son réseau de partenaires, et Nosto évidemment, mais c'est aussi ça, c'est ne soyez jamais avare sur l'expertise que vous allez chercher chez vos partenaires. Il n'y a rien de plus précieux que d'avoir quelqu'un qui puisse aussi vous donner un regard extérieur. Et au-delà de ça, de donner un regard extérieur, c'est aussi vous challenger, sortir de vos certitudes et vous amener plutôt vers des convictions. Je trouve ça assez important. C'était un joli mot de fin, hein. Pas mal. C'était pas mal. C'est exactement ça, en fait, c'est vraiment se poser la question du pourquoi. Vous connaissez la règle des 5 pourquoi, et concrètement, pourquoi on installe tel outil, c'est quoi l'objectif, et typiquement, l'accompagnement qu'on peut avoir avec des sociétés comme vous, c'est qu'on a à la fois l'expertise évidemment de l'agence, mais ils passent vraiment du temps auprès de leurs clients pour vous aider à comprendre. Ils vont pas essayer de vous pousser à acheter une solution dont vous n'avez pas besoin, et c'est ça, je pense, la force d'éditeurs de qualité qui viennent vraiment identifier et vous accompagner dans la mise en place de ces solutions. Et le dernier point, évidemment, et je pense que tu en as un petit peu parlé, Sarah, c'est toute la partie automatisation. Et l'automatisation va vous permettre de pouvoir gagner en compétitivité, mais c'est l'automatisation de toute la gestion et de votre organisation. Ça, c'est un point qui est essentiel pour pouvoir gagner en compétitivité, c'est d'automatiser au maximum les process. Éviter
éviter toutes les tâches redondantes manuelles qui vont pas du tout vous faire gagner en efficacité, qui vont démotiver vos collaborateurs. Et par chance, on a des outils aujourd'hui dont on vient parler, qui viennent justement intégrer votre organisation, qui viennent apporter de l'intelligence, qui viennent aussi apporter de l'intelligence artificielle. Certains en ont beaucoup, certains un peu moins, lorsque ce n'est pas forcément utile, mais tout ça va vous faire gagner considérablement sur la gestion finalement de votre entreprise et de votre compétitivité. Et bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, pour ma part, bien sûr, au-delà de toute la partie intelligence artificielle dont on entend parler tout le temps, c'est finalement dans la maîtrise de votre organisation et dans l'automatisation et tout le gain que vous allez pouvoir obtenir en facilitant tous les traitements de données sans valeur ajoutée, que vous allez forcément gagner par rapport à vos concurrents. Et je pense que les leaders de demain seront ceux qui auront réussi à intégrer de l'intelligence artificielle dans leur gestion quotidienne de leur organisation. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier point là-dessus ? Très brièvement, mais effectivement, je trouve que c'est un des points clés d'intelligence artificielle, puisqu'on en parle aujourd'hui, c'est comment on l'utilise. Il y a une intelligence artificielle, par exemple, dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est l'intelligence visuelle qui est capable, en fait, de recréer un peu la vision humaine et d'identifier des éléments au sein de contenus visuels, donc par exemple d'un visuel produit. Ça, typiquement, ça peut être utilisé pour aller faire une automatisation dans le merchandising et donc éviter tout le côté manuel de la chose et donc d'aller par exemple montrer des produits similaires, visuellement similaires aux produits qui est actuellement consulté. Et ça va enlever tout le côté manuel d'aller faire un merchandising en montrant des produits qu'on a un petit peu mis ensemble et d'automatiser tout ça. Je pense aussi que ce qui est important de parler, c'est que même si on parle d'automatisation par l'intelligence artificielle, ça peut faire un peu peur en termes de perte de contrôle, mais en général, la plupart des outils intègrent quand même des garde-fous qui permettent aux retailers, donc bien entendu, d'orienter les algorithmes, l'intelligence artificielle, etc., et l'automatisation en fonction de leur spécificité business. Je pense par exemple à des règles de merchandising où on va décider par exemple de pousser par exemple des produits qui ont la plus forte marge pour travailler de la profitabilité plutôt que par exemple les produits à fort taux de conversion pour aller chercher plutôt du chiffre d'affaires. Donc voilà, tout ça, il faut un peu le balancer avec l'idée de j'ai quand même la possibilité de garder le contrôle. Et juste pour ajouter aussi sur l'IA, je pense qu'aujourd'hui, en termes de réduction de coûts, ça permet, notamment, on a Shopify Magic qui permet principalement de, par exemple, générer des arrière-plans sur des photos, donc qui peut déjà considérablement réduire le temps et les investissements qu'on peut faire sur des photos produits, mais aussi pour générer du contenu sur les produits en y mettant le ton qui sera adapté par rapport à notre marque. Bien sûr, je pense que l'humain sera toujours très nécessaire et pour y apporter cette touche un peu plus humaine, même si aujourd'hui la machine commence à bien s'y connaître. Mais voilà, je pense que Shopify Magic, on a Sidekick aussi qui est comme un assistant personnel qui va permettre en fait de venir en fait vous dire sur votre back office, vous devriez faire ça. Pour augmenter vos ventes, vous devriez peut-être augmenter ça. Je vous conseille d'aller revoir peut-être sur cette page-là le wording. Donc un vrai assistant virtuel qui va être un réel compagnon pour vous aider en fait sur cette optimisation. Voilà. Autre chose à rajouter ? Ouais, juste en deux mots. Moi, on va pas parler de mon côté, c'est pas tellement. Je voulais pas rien rajouter sur l'IA. Je pense qu'on en a bien parlé. C'est plus sur cet aspect d'automatisation. Le rôle d'un OMS, c'est aussi de faire en sorte de penser au scénario, ce qu'on appelle les unhappy paths chez nous. Il y a une grève, un produit qui n'est pas disponible en entrepôt, etc. Et donc, un des rôles, c'est aussi de faire en sorte de ne jamais louper une commande parce que potentiellement, on a un scénario qui peut pas être rempli. Et donc voilà, le rôle, c'est aussi automatiser, essayer d'avoir penser à ces scénarios et avoir toujours une solution de secours pour se dire j'ai potentiellement un des scénarios qui peut pas être rempli, donc potentiellement mon entrepôt peut pas traiter ma commande. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Plutôt que d'annuler la commande, il faut que je puisse avoir ce scénario de secours. Donc c'est plus effectivement toute cette automatisation qui permet effectivement d'éviter qui permet aussi de diminuer tout ce qui va être order cancellation, etc. Et donc être sûr effectivement que
tous les investissements, une fois de plus, qui auront été faits ne sont pas vains parce que potentiellement, je n'ai pas réfléchi à qu'est-ce qui se passe si et à des cas un petit peu particuliers. On est bon? Waouh, c'est impressionnant quand même. Franchement, moi, je suis très content de les avoir eus parmi nous parce que c'est pas évident de tous les synchroniser. Ils ont des agendas de ministres. Merci infiniment à tous les 5. Franchement, vous avez été très très forts. Merci à Et nous, on DND adore pour bosser l'accueil. avec eux. Voilà. Merci beaucoup.